Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Guinée-Bissau qui vient de connaître un coup d'État, entre guillemets. On va dire, Karine Orio, nous étions en train d'évoquer la condamnation du bout des lèvres par la CEDEAO qui est beaucoup, beaucoup plus timide, et cette fois-ci par rapport au coup d'État que nous avons connu au Niger. Oui, absolument, mais la nuance que moi j'apporterais, c'est que là, on a appris ce matin que le président Sissoko était arrivé à Dakar. Oui. Mais dans le communiqué qui a été partagé justement par le ministre des Affaires étrangères sénégalais, on voit qu'il y a une implication de la CEDEAO. Comment est-ce qu'il a fait pour qu'on lui affrète donc un aéronef et pour qu'il atterrisse à Dakar? Effectivement, le Sénégal a précisé dans ce communiqué que il participait de façon active à la médiation pour que ça se passe bien, mais c'est l'intervention de la CEDEAO. Enfin, c'est peut-être pas au même niveau. Donc, effectivement, par contre, là où vous avez raison, c'est que on est encore en droit de se poser la question de savoir comment est-ce que cette institution aujourd'hui condamne les coups d'État. C'est-à-dire qu'on a bien affaire à deux poids, deux mesures, parce que quand ça concernait effectivement le président Bazoum, la CEDEAO n'a pas pu réagir de cette manière. Là, en l'espace de 24 heures, en tout cas, on a vu le pouvoir de Embalo Sissoko qui se retrouve tranquillement à Dakar. Non, je pense que les spécialistes et les hauts conseillers et respectables fonctionnaires de la CEDEAO doivent nous expliquer comment ça se fait qu'on exfiltre un président déchu 24 heures seulement après, sans exiger qu'on le rétablisse dans ses fonctions. Il faut qu'on explique, il faut qu'on comprenne pourquoi faire partie aussi rapidement de Bissau le président déchu au lieu d'exiger des putschistes qu'on le rétablisse immédiatement dans ses fonctions. Ouais, on peut raisonner aussi autrement en se disant que la CEDEAO est au courant que le monsieur était en passe de perdre les élections, qu'il a organisé un simulacre de coup d'État. On ne va pas les victimiser, les garder, qui deviennent encombrants comme le président Bazoum pour les militaires qui dirigent le Niger aujourd'hui. Donc pour eux, c'est peut-être un bon débarras qu'il aille ailleurs au lieu de se retrouver, après avoir procédé à un simulacre de coup d'État, au lieu de se retrouver comme un élément central du jeu politique. Mais maintenant, là où ça dérange par rapport à la CEDEAO, pourquoi on doit neutraliser des personnes susceptibles d'avoir gagné une élection. Une élection. C'est ça vraiment la bonne question qu'on doit poser à la CEDEAO. Et puis Claude Wilfried et Kanga, même quand on se place du côté des putschistes, mais je veux dire, quand on dépose un président, on le garde d'abord et on coupe ses relais éventuels. Parce que vous ne savez pas si il est affilié à des groupes ou bien comment l'armée va réagir. Vous ne livrez pas un président déposé 24 heures après. Vous ne lui permettez pas de voyager 24 heures après. Au fond, il faut constater qu'il y a une sorte d'insulte qui est faite à l'intelligence des gens. Surtout l'autorisation de voler de l'avion. Hein. Franchement, alors que les frontières étaient censées être fermées. Tout à fait. Oui, évidemment, dans la particularité d'un pays comme la Guinée-Bissau, c'est qu'avec la cavalcade de coups d'État qui se sont passés et de tentatives depuis 1980, il y a des regards qu'on peut avoir sur certains épisodes antérieurs. Non, mais raisonnez du point de vue de la CEDEAO. Oui. Du point de vue institutionnel. J'y viens. Oui. Lorsque monsieur Luis Cabral, au pouvoir depuis 1974, est renversé par Pereira en 80, à un moment donné, il va s'exiler au Portugal. Il ne va d'ailleurs pas vouloir revenir tant que monsieur João Bernardo Pereira Vieira sera en fonction. Il a fallu attendre la fin, les années 99-2000 et la chute de Bernardo Vieira pour que Luis Cabral revienne. Et il faut retenir que monsieur Vieira lui-même ne reviendra que pour les élections de 2005, 2 ans après le coup d'État de monsieur qui a renversé monsieur Koumbalala en 2003. Donc, la Guinée-Bissau a la pratique de président déchu qui se retrouve à un moment donné hors du territoire. Évidemment, on peut se poser quand même la question dans la mécanique actuelle. Pourquoi cela se passe aussi rapidement et sans heure? Même si je me réjouis du fait qu'il n'y ait pas de sang, qu'il n'y ait pas d'heure, on peut essayer également d'expliquer ça par le fait que des deals qui se passent parfois entre le pouvoir et les putschistes, surtout quand le président déchu est rapidement prêt au compromis, voire à la compromission, on peut lui dire, ont établi un sauf-conduit
si tu ne fais pas d'entourloupe, on t'établit un sauf-conduit et on te laisse littéralement aller et venir si tu acceptes le nouvel ordre. Et cela pourrait être présenté par Embalo comme un élément en disant que, bon, vu que je ne me suis pas opposé, que j'ai reconnu la nouvelle autorité de transition, il ne m'est rien arrivé. Mais de l'autre côté, ce qui semble d'ailleurs plus crédible, c'est quand on observe que M. Domingues Pereira, lui, par contre, il est arrêté. Il est évident que Embalo et le PAIGC ne s'entendent pas du tout. M. Pereira était son adversaire aux élections de 2019 et donc il a été neutralisé pour un motif aussi débile que surprenant, comme quoi il aurait déposé son dossier un peu trop tardivement. On trouve toujours des Oui, admettons que cela ait été pertinent de le faire ainsi. Oui, je veux dire, on est dans la continuité justement de l'empêchement de l'autre. Et le fait qu'on maintienne M. Pereira emprisonné et qu'on permette à Embalo de circuler, c'est ce que je voulais dire quand je disais que ça épouse plutôt la thèse plus probable d'ailleurs que les militaires aujourd'hui, comme Embalo lui-même, ont pour adversaire commun le PAIGC et donc il y aurait une possibilité d'arrangement d'une manière ou d'une autre entre les deux, soit dans l'immédiat de laisser la transition se poursuivre et comme ça il ne t'arrive rien, soit à la fin de la transition d'1 an de réorganiser une élection. On va te permettre de récupérer le pouvoir. C'est la thèse que défend M. Fernando Diaz qui, quand vous lui posez la question, va vous dire qu'il ne croit pas du tout en un coup d'État. C'est Embalo qui s'entasse à des faits de venir. Donc ça veut dire que la CEDEAO est complice de cet arrangement. Ce serait très... Parce qu'on aurait pu dire à ces militaires, d'accord, on va laisser filtrer Embalo Sissoko, mais libérer quand même Siméon Espéré. Oui, ou laisser l'ordre constitutionnel. Mais oui, parce qu'il n'a rien... Non, même pas. L'antienne de la CEDEAO, c'est la démocratie, les élections. C'est pour ça que alors, l'ordre quelqu'un qui s'apporte le processus électoral, ne fût-ce que sur ce plan, la CEDEAO devrait monter au créneau pour dénoncer les sabotages du processus électoral. D'autant plus que les résultats étaient prévus pour le lendemain, donc il n'y avait pas 1000 ans à attendre. Non. Et il y avait leurs observateurs sur place qui, soi-disant, ont été coincés par les coups d'État, dont l'ancien président nigérien Goodluck. Jonathan Goodluck, justement, oui. Et puis, qui sont ces militaires? Thomas Jassy, c'est le chef d'état-major particulier du président Embalo, le patron actuel de l'armée. Et Octane Tam, il était le chef d'état-major de l'armée de terre. Ils sont allés en pèlerinage ensemble à la Mecque. Tout à fait. Sans compter le général de brigade Denis Kania, qui a d'ailleurs lu le... Comment on peut faire ça en 2025? Oui, c'est tellement capillotracté que ça fait sourire. Oui, à défaut d'en pleurer, effectivement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il a investi, nous sommes le 28 novembre. Ce matin, il a investi président de la transition pour un an. On sait toujours quand ça commence. On ne sait jamais quand ça se termine. Quand ça se termine. Et quand ça se termine, vraiment, on sait comment ça se termine. Le président de la transition est candidat à la présidentielle. Et naturellement... Il gagne. Il gagne toujours. Le président Mobutu avait fait un coup d'État le 24 novembre 1965 pour 5 ans. Il est resté 32 ans. Donc, on va assumer, nous sommes en train d'assister à une situation politique où et la CEDEAO et les Bissau-Guinéens vont assumer le fait que le processus électoral s'arrête net et qu'on ne parle plus jamais des élections. Attention, parce qu'effectivement, comme l'a soulevé mon confrère ici sur ce plateau en disant que Mobutu l'avait fait, tous ceux qui l'ont fait, là, la Guinée-Bissau, aujourd'hui, se retrouve dans une situation économique tellement catastrophique que déjà, ils vont subir les sanctions, puisqu'ils vont être sanctionnés par tous les organismes internationaux, puisque tant qu'il n'y a pas effectivement d'élection, est-ce qu'ils vont rétrocéder le pouvoir aux civils? Ça, c'est la question. Ils se retrouvent quand même avec toutes les aides supprimées. Il faut savoir que la Guinée-Bissau dépend énormément entre des aides de la coopération internationale. C'est vrai, c'est vrai. Tout ça. Donc, la situation économique fait que, même si là, en tout cas, le nouvel homme fort du pays souhaite rester aux commandes, il y a quand même l'économie... il a investi, là. Oui, mais il a promis 1 an. C'est une façon de dire à la CEDEAO, encore une fois, on va régler les choses à notre manière, on va organiser. Mais entre-temps, on ne sait pas quelles sont les négociations qui vont être faites, puisque, vous l'avez dit vous-même, Sissoko n'est pas hors jeu. On ne sait pas ce qu'il va organiser. Il reste encore acteur de... Oui, c'est ça, oui. Évidemment. Oui. Le nouveau général, vous l'avez dit vous-même, ils sont partis ensemble. Oui. Donc, est-ce qu'ils vont s'entendre jusqu'à la fin des 1 an? Est-ce qu'il va vouloir devenir le nouveau chef, réellement, de plein droit?
Bon, en tout cas, c'est celui qui aujourd'hui satisfait toutes les factions militaires, mais il peut y avoir des mécontentements, en sachant que Sissoko, lui, déjà, ne faisait pas l'unanimité, que vous vous souvenez qu'il avait plutôt créé de la méfiance Oui, c'est envers vrai. le pouvoir militaire. Donc là, tout est fragile. Mais dans cette fragilité, lorsque vous avez parlé de l'économie, vous vous êtes placé sur un point de vue d'une personne qui se soucie de la population. Oui. Mais si on se plaçait, on regardait les problèmes sous l'angle de la classe politique, tant qu'ils peuvent dealer avec des milieux mafieux qui sont dans les commerces Non, ou les trafics de la drogue, pas eux tous. Hein. Pas eux tous, on ne va pas généraliser. quelques personnes, Voilà. Quelques du moment qu'ils vont Parce qu'il y a des trouver la- Bissau-Guinéens qui font correctement leur travail, qui sont des gens totalement intègres et qui ne donnent pas dans le deal. On parle, avec de le la, trafic. on parle de la classe politique, Oui, surtout ils sont les pas tous militaires pour qui eux. viennent de faire un coup d'État. Oui, oui, oui. Donc pour eux, je ne pense pas que le bien-être de la population soit leur priorité. S'ils ont d'autres leviers, malgré les sanctions, ils peuvent se faire l'argent. Entre autres, l'argent facile. Par exemple, la drogue, ils peuvent s'en contenter au détriment de la population. Ça aussi, il faut en tenir compte parce que la CEDEAO, le Fonds monétaire international, risquent de frapper cette pauvre population qui est victime. C'est vrai, les sanctions, Bah oui. effectivement, Parce oui. que ça pénal- frappe beaucoup plus la absolument, population oui, que les dirigeants. Absolument. Donc il faut chercher quelque chose qui frappe directement les dirigeants pour que l'on puisse sortir par les hauts de cet épisode. Vous l'avez dit, Antonio Guterres a fortement condamné ce coup d'État. On peut considérer que lui n'est pas dans le coup. On va dire l'Union européenne aussi. Il y en a pas marre, en tant qu'intellectuel africain, d'être témoin de ces genres de situations où c'est toujours nous qui avons problème et que les autres condamnent, demandent le rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est devenu à la fois, c'est pas devenu à la fois facile et gênant. Si, c'est devenu même redondant. Oui. La Guinée-Bissau semble, c'est peut-être un mot fort que je vais utiliser, la Guinée-Bissau semble un peu maudite avec cette histoire de coup d'État, en ce sens où même son indépendance de septembre 1974 intervient à la suite d'une révolution dans la métropole. On n'a pas beaucoup de cas comme ça où la métropole libère ses colonies après y avoir été elle-même victime d'une révolution. C'est en 1974 qu'a lieu la fameuse révolution des œillets qui fait tomber Marcelo Caetano, qui lui-même avait profité de l'AVC et qui avait opéré un coup d'État scientifique envers M. Antonio de Oliveira Salazar, qui va donc définir une nouvelle république au Portugal avec M. Antonio de Spinola, qui va, d'une certaine manière, un peu au forcing, laisser la Guinée-Bissau être indépendante, qui, au demeurant, avait mené une lutte incroyable avec Cabral, Pereira et tous les résistants du PIGC. Donc, à partir du moment où l'indépendance de ce pays intervient, un peu comme pour le Mozambique, pour l'Angola, à la suite d'une révolution en métropole, on a l'impression qu'il y a une sorte de délocalisation des paradigmes révolutionnaires fréquents, dont en 80, en 99, en 2003, en 2012, des coups d'État, des pseudo-coups d'État, etc., on se retrouve effectivement dans cette spirale-là où ce n'est même plus choquant, ce n'est même plus C'est ça. effrayant. Il n'y a que M. João Bernardo Vieira qui a pu finir dans cette configuration politique un mandat de 5 ans. Et il n'y a personne, même si c'est quoi un ballot, on dirait... Il y était presque, mais même lui n'aura pas terminé. À quelques jours près. Oui, même lui n'aura pas terminé. Il n'y a pas eu un seul qui a pu faire 2 mandats consécutifs. C'est dire si la Guinée-Bissau est dans quelque chose d'absolument ubuesque où on regarde ça comme un énième épisode d'une sitcom qui se renouvelle sans cesse. Et pour répondre à la question quant à l'avenir, je suis, tout à l'heure, j'ai dit que j'aime les révolutions populaires, effectivement, en ce sens où, lorsque le peuple décide, parce qu'il en aura le bol, de récupérer ce qui lui revient de droit, à savoir la souveraineté, comme ce qu'on a eu récemment dans un pays plutôt loin de chez nous, dans l'Himalaya, le Népal, il y a plus à croire qu'on a en face de nous une véritable alternance, parce que c'est le peuple qui va choisir les intérimaires, et c'est le peuple qui, à la fin des intérims, va définir, dans le cadre d'une élection, qui est son dirigeant après s'être débarrassé des institutions corrompues. Mais dans le cas de la Guinée-Bissau, avec des coups d'État qui sont commis par des frères d'armes d'hier, même M. Pereira était un allié du combat contre l'impérialisme. Il renverse l'une des figures du combat anti-impérialiste. C'est ça. M. Cabral et ainsi de suite. En fait, on est simplement dans le déjà vu, le déjà connu, et il n'y a pas vraiment d'éclaircies en vue. Donc,
Il est très probable, je m'avance même pas quand je dis que dans les 5 ans qui viennent, il y aura très probablement, quand je dis 5 ans, je suis gentil, si un énième putsch intervient la semaine prochaine, il n'y a personne qui va crier à la surprise. C'est vraiment un pays englué dans une spirale tragique qui doit trouver en son sein, mais vraiment de manière populaire, les 2 millions de Bissau-Guinéens doivent trouver les ressources pour enjoindre leurs militaires, leur classe politique, de ne pas confondre la République avec la chose de, et si à la population, mais vraiment de récupérer d'une manière ou d'une autre sa souveraineté. Sinon, les événements qu'on voit sous nos yeux depuis 1980, c'est-à-dire il y a 45 ans, n'ont aucune raison de s'arrêter en 2025. Il n'y a pas d'indice qui pointe en ce sens. On est plutôt dans, comment dire, un échafaudage encore plus grotesque que ce qu'on a vu récemment, parce que Mbalo, comme l'a dit Karine, voilà, c'est un spécialiste de la mise en scène, c'est un spécialiste de... Oui, mais il faut peaufiner un peu le plan, quand même, je vais dire. Oui, enfin, disons, faire preuve d'un peu d'ingéniosité, ça c'est... Oui, non, mais quand même. il s'est habillé. On peut faire un effort quand même. Il s'est habillé, on l'a vu déposer la flamme de la paix avec Mahmoud Abbas, on l'a vu en même temps déposer la même flamme de la paix avec Netanyahou, on l'a vu sourire avec Volodymyr Zelensky, on l'a vu sourire avec Vladimir Poutine, on l'a vu. En fait, il est spécialiste de l'entre-deux. Et maintenant, épisode 1000X, il réussit à faire un coup d'État où il perd malheureusement le pouvoir, tout en n'étant pas si malheureux que ça d'avoir perdu le pouvoir, tant et si bien qu'on n'y voit plus grand-chose. S'il a vraiment perdu, puisque vous dites qu'il reste un acteur. Oui, moi je pense qu'il reste un acteur du jeu politique, mais pour revenir à la question de savoir si on n'est pas dans une répétition, mais que souhaitez-vous que les institutions internationales fassent ? Ouais. Je veux dire, après tout, c'est dans le rôle de l'Union africaine, de faire un communiqué. qui doit quand même un peu, à qui on reproche un certain nombre de choses. Mais je veux dire, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? À part condamner, féliciter. Enfin, on est habitué à ça. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre ? Les coups de pression vont arriver bien après. Mais le problème, oui, ça doit venir de nous. La menace militaire, moi, je sais pas. La CEDEAO avait menacé d'une intervention militaire dans le cadre de Zoom. Bien sûr. Évidemment parrainé par Emmanuel Macron. Ce qui n'était pas très glorieux. Est-ce que même d'Emmanuel Macron, et il y a même certaines sources qui soupçonneraient que la France aurait parlé avec le Sénégal pour affréter l'avion. C'est probable. Sous réserve que ce soit, voilà. En tout cas, Macron n'interviendra pas en Guinée-Bissau. Ça c'est sûr. Ou directement, par personne interposée, ce n'est pas exclu. On va s'attendre à quoi maintenant? Qu'à un moment donné, ils disent à Simon S. Pereira et à Fernando Diaz, barrez-vous. On vous libère, mais vous retournez au Portugal. Non, mais de toutes les façons, ils vont réclamer la vérité des Oui, mais jusqu'à quand? Oui, après, c'est toute la question. Mais c'est ça qui est complètement ubuesque dans la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'ils ont interrompu un processus électoral pour décider autre chose, qui maintiennent, vous l'avez dit, les opposants en détention pour des raisons qui sont inexpliquées. Comment ils vont faire cette transition? En faisant comment? Oui, au milieu, vous avez un peuple qui, de bonne foi, est allé aux urnes et pense choisir le prochain président. Oui. Et ce peuple est désabusé. Et le comble, c'est qu'il y a eu cette fois-ci une vraie campagne électorale avec un engouement. Mais dans toutes les villes, les gens étaient très contents de voter. Et c'est à quelques heures où il y a collapse. Mais c'est encore Sissoko quand même qui tient la tête. Depuis Dakar. Parce que il est en train de vouloir montrer que, écoutez, on a eu, comme c'est très intéressant dit déjà, ce que vous dites. On a eu un coup d'État qui s'est passé sans effusion de sang. Tout va bien. D'ailleurs, dans les 48 heures, un de mes petits, comme on dit, un de mes petits gère les choses. Et moi, je suis à Dakar, sain et sauf. Parce que le communiqué, quand même, ce que je tiens à signaler, c'est que c'est le rôle joué quand même par le Sénégal, qui a quand même fait un communiqué expliquant qu'il est arrivé sain et sauf. Donc, on craignait pour la vie de Sissoko, c'est-à-dire qu'à côté de les tous... D'accord. Et les opposants? Les opposants et le peuple, à qui on a confisqué quand même son pouvoir. C'est quand même grave. Parce qu'il fallait le plaindre en plus, le président Balecheux. C'est ainsi que dans mon propos introductif, je disais, il faut toujours regarder les mutations qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Maintenant, qui est avec qui fait quoi, qui est à la tête de quel pays? C'est une question très intéressante qu'on va aborder après une coup de pause. À tout de suite. NCA, désormais sur Free.
Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.